On n'est plus dans l'opinion publique, on est dans l'émotion publique. Et si vous arrivez, si vous voulez, à émouvoir publiquement, eh bien vous avez gagné. Parce qu'ensuite, la vérité que vous allez imposer sur cette plateforme des émotions transmises sera la vérité. Quand j'étais en charge de la communication de l'armée dans mon service militaire, on disait toujours, pour être pris au sérieux en temps de crise, il faut être pris au sérieux en temps de routine. Et donc en fait, la crédibilité, c'est quelque chose qu'on crée et qu'on travaille. Au moment de la crise, c'est déjà trop tard. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec le colonel de réserve Olivier Rafovitz, ancien porte-parole de Tsahal. Olivier, bonjour, Boker Tov. Boker, Daniel. Et nous sommes en ligne également avec Julien Baloul, qui est influenceur, ancien journaliste à I24 News et influenceur sur Twitter. Alors, deux experts en communication ensemble, on voudrait essayer de voir, de vous poser une question de but en blanc. Est-ce que dans le cas de cette opération hier à Jenin, qui a conduit à la mort de la journaliste Shirin Abu Akleh, l'État d'Israël a d'emblée perdu la bataille de communication ou non? Olivier. Non, Boker Tov, non, pas du tout. D'abord, je voudrais commencer par vous dire que Shirin, je l'ai connue. Elle m'a plusieurs fois dans le passé interviewé. C'est une journaliste chevronnée, palestinienne, bossant pour Al Jazeera. Elle était plutôt, en fait, perçue comme d'Al Jazeera plutôt que palestinienne aux séances journalistiques et médiatiques. L'armée la connaissait. Elle faisait partie du paysage média international en Israël, connu par de très nombreuses personnalités du monde politique, du monde militaire. Donc, ce n'était pas jamais perçu comme l'ennemi d'Israël. Je commence par ça pour vous dire que ceux qui parlent de folie meurtrière, d'assassinats ciblés, enfin des choses catastrophiques, ne comprennent rien, si vous voulez, à la réalité israélienne, à la réalité médiatique israélienne. Nous sommes effectivement un pays en guerre, avec des opérations militaires compliquées. Je ne vais pas rentrer dans les détails de celles d'hier, mais les journalistes, qu'ils soient israéliens ou étrangers, qu'ils soient arabes ou non, font partie du paysage média. Et c'était un choc pour nous, les Israéliens, de savoir que cette femme, de 51 ans, très connue encore une fois, moi personnellement, ça m'a fait un choc parce que, je vous dis, elle faisait son travail. Al Jazeera, c'est Al Jazeera, comme CNN, c'est CNN, et personne ne travaille pour Israël. Même s'il y a eu certaines affirmations qui disaient qu'elle prenait franchement position en faveur de la cause palestinienne. Écoutez, Al Jazeera est une chaîne arabe qatari qui soutient le monde arabe, c'est normal. Comme la chaîne 12 soutient Israël face à d'autres chaînes. Non, mais je pense que ce que Olivier veut dire, c'est qu'Israël n'aurait eu aucun intérêt à éliminer une telle journaliste, quelqu'un qui est autant influente et que ça aurait eu des catastrophes pas possibles. Quand on lit les déclarations des Palestiniens disant une élimination de la part d'Israël d'une journaliste, Israël n'aurait eu jamais intérêt à faire un truc pareil volontairement. Alors justement, Julien, je voudrais réagir avec vous. Le ministre des Affaires étrangères, Yair Lapid, a affirmé que Israël a réagi très rapidement. Lui-même a réagi très rapidement, a demandé la possibilité de faire une autopsie conjointe avec les Palestiniens et qu'il dit que l'argumentaire israélien a réussi à contrer, on va dire, la tendance naturelle à accuser Israël automatiquement au sein de la communauté internationale. Sur les réseaux sociaux où vous êtes expert, vous avez eu le sentiment qu'il y a eu aussi une réaction rapide de la part d'Israël? Je voyais à l'instant, il y a quelques minutes, peut-être une heure, Naftali Bennett qui a publié sur Facebook une capture d'écran de CNN avec un titre qui était plutôt modéré, qui prenait des précautions. Il disait, regardez, on a réussi, le narratif a changé, on ne nous accuse pas directement. Moi, je vais faire la distinction entre deux choses, entre la réaction de l'armée et la réaction de la diplomatie israélienne de Yair Lapid. L'armée n'a pas été au niveau, mais l'armée est rarement au niveau, malheureusement, dans les communications internationales. Olivier pourra peut-être nous en dire plus pourquoi. Moi, hier, quand l'affaire a éclaté, j'ai envoyé deux messages. J'ai envoyé un message à un très haut gradé dans la communication de l'armée israélienne et un message à des diplomates israéliens à Paris. L'un ne m'a pas répondu, l'armée, et l'autre, à Paris, m'a répondu tout de suite en me disant « Voilà ce qu'on a, voilà ce que je peux t'expliquer, voilà ce qu'on sait, voilà où on en est, voilà ce qu'on ne sait pas, etc. etc. » C'est-à-dire qu'il y avait, à l'échelon diplomatique, une mobilisation. Il y avait déjà un communiqué, il y avait déjà des informations. Ils disaient voilà ce qu'on sait, voilà ce qu'on ne sait pas, voilà ce qu'on voudrait, voilà ce qu'on demanderait, voilà ce que je peux te dire, ce qu'on peut communiquer. Et au niveau de l'armée, je suis dans des groupes WhatsApp avec. Il y a un temps, en réserve, j'étais porte-parole de l'armée
c'est plus le cas aujourd'hui, mais je suis encore dans le groupe WhatsApp, etc. Et il y avait plusieurs anciens officiels de Tsahal, donc plusieurs langues, en anglais, en espagnol, en allemand, chacun avec son réseau d'influence, qui commandaient ce qui passait et qui disaient à l'armée, mais on peut faire quelque chose, qu'est-ce qui se passe, vous avez quelque chose, vous donnez des informations et aucune réponse. C'est-à-dire que la communication de l'armée israélienne, malheureusement, prend rarement en compte les langues étrangères, mais ça, à part l'époque de Olivier, au moins quand Olivier était porte-parole, la France était bien traitée, il y a eu d'autres périodes, quand Sacha Drato était là également, ça avait été bien traité également, mais, ou à Vital Lebovitch par exemple, mais malheureusement, en général, l'armée israélienne ne prend pas trop en compte les langues étrangères, encore moins le français. Mais c'est vrai qu'à l'échelon diplomatique, il y a eu un peu mieux, mais au niveau de l'armée, c'était pas ça, quoi. Alors justement, Olivier, vous étiez parce que depuis hier, on fait bien entendu la comparaison avec l'affaire Al-Doura, le début de la seconde intifada, c'est mentionné dans la presse israélienne, dans les quotidiens, dans les éditorialistes de ce matin. Et je lisais un aveu assez stupéfiant, peut-être que vous l'avez déjà vu ce matin, de Giora Eiland, qui était le chef des services des opérations de Tsahal, qui a reconnu lui-même cette avancée de manière trop précipitée, en reconnaissant d'une certaine manière la responsabilité de l'armée israélienne dans la mort de Mohamed Al-Doura. Il le dit ce matin dans le Yediot Ahronoth, je suis allé trop vite et aujourd'hui on a tiré les leçons de ce qui s'est passé il y a 20 ans. C'est effectivement le cas. Olivier, vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, même dans Tsahal, on a tiré les leçons de ce qui s'est passé avec Al-Doura? Oui, tout à fait. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Julien. Je comprends ce qu'il veut dire. En tant que citoyen israélien, de loin, on ne se rend pas compte ce que fait l'armée ou pas, ce qu'elle peut faire. D'abord, il faut savoir que par définition, si en France l'armée s'appelle la Grande Muette, en Israël, elle ne s'appelle pas de la même manière, mais l'armée n'est pas normalement responsable de communiquer au niveau politique et international. C'est en général une situation qui s'est passée en Israël de manière un petit peu étrange, parce que pendant des années, les affaires étrangères n'ont pas été capables de remplacer, entre guillemets, la communication de crise ou de gestion de crise, parce que l'armée sur le terrain. Deuxièmement, il faut savoir que les journalistes étrangers, internationaux, et j'ai fait très souvent ce qu'on appelle des points presse avec les affaires étrangères. En cas de guerre, les journalistes étrangers de très haut niveau, je parle de Amanpour pour CNN par exemple, préfèrent parler avec l'armée plutôt qu'avec les affaires étrangères parce qu'ils veulent des informations, je dirais, sur le terrain maintenant. Et l'armée, c'est vrai, il faut le dire, l'armée est d'abord et avant tout responsable de la sauvegarde de la sécurité de l'État, de la sauvegarde des sources au niveau militaire, information, et elle n'est pas normalement, officiellement, en charge de la Hasbara, même si elle en fait partie, comme Julien d'ailleurs en fait partie dans son unité de réserve, et moi aussi pendant des années, et d'autres. Mais c'est vrai que Giora Eiland, je peux vous en parler, parce qu'à l'époque, j'étais effectivement en charge de cette triste histoire. Giora Eiland était à Matz, en charge des opérations, mais également le patron de l'unité du porte-parole de l'armée. Effectivement, à l'époque, on s'était très rapidement, entre guillemets, presque excusé, sans avoir encore les éléments, pour essayer de montrer qu'on était humain, qu'il n'y avait aucune volonté de la part de Tsahal qu'un enfant soit tué, qu'il soit juif, arabe, chrétien, musulman, peu importe. Là, si vous voulez, on a été dans la prudence, et je pense que c'est une prudence intelligente, parce que on se rend compte, et ce matin, à l'heure où nous parlons, il y a à peine une heure, le Mohamed El-Sheikh, le responsable palestinien de l'autorité palestinienne, dit qu'il ne veut pas donner ou transmettre la balle qui a tué ou qui aurait tué Shirin aux Israéliens. Il veut faire une enquête autonome. Quelque part, de quoi Ramallah a peur? De quoi ont-ils peur? Ils ont peur de la vérité, encore une fois. Nous, on n'est pas là pour accuser Ramallah, nous, on veut savoir ce qui s'est passé. Des échanges de tirs entre une armée et des terroristes par centaines là-bas, dans les petites ruelles extrêmement tortueuses du camp de Jenin, ça peut donner des possibilités d'erreurs de tir, mais ce n'est pas le cas. Donc on demande une enquête ensemble, on demande même aux Américains d'être présents s'il le faut avec nous, un autre élément, et la vérité sera la vérité. Malheureusement, cette journaliste a été tuée. Mais là, les Palestiniens pensent rejouer la carte Mohamed Al-Doura, et là je crois qu'ils se trompent, parce que d'abord, Israël joue carte sur table, c'est-à-dire qu'on n'a pas dit c'est pas nous, c'est eux, on a dit on veut vérifier ensemble. C'est vrai que c'est peut-être pas la meilleure manière pour dire c'est pas nous, mais l'armée ne peut pas se permettre de dire avant de vérifier c'est pas nous. On peut pas aller dans la rapidité au nom d'exclure l'erreur. Donc c'est vrai, il y a un timing compliqué lorsqu'on veut vérifier. Entre-temps, les autres, le Hamas, le djihad, les Palestiniens,
les congresswomen américains se délectent du fait qu'Israël ne dit pas « c'est pas nous » officiellement, et ça fait du mal. Mais nous, on reste et on restera un État qui préfère dire, avant de dire « c'est pas nous », alors justement, une étude balistique, une étude, ce qu'on appelle forensic en anglais, forensic investigation. Le corps a été évacué d'urgence par le Croissant Rouge. On dit qu'il a été enterré. Il y a eu une autopsie qui a été faite. Qui l'a faite? Comment elle a été faite? On ne sait pas. La balle, supposons qu'ils veulent transmettre une balle, serait-ce vraiment la balle qui a touché la journaliste? Oui. On est dans un énorme, si vous voulez, fouillis volontaire des Palestiniens pour ne pas montrer la vérité. Et je pense que s'ils ne veulent pas la montrer, c'est qu'ils la connaissent mieux que nous aujourd'hui. Alors Julien, justement, je voudrais parler de la crédibilité justement d'Israël, parce que finalement, l'arme de défense d'Israël, c'est la crédibilité par rapport à, on va dire, un tissu de mensonges qui peut être diffusé sur les réseaux sociaux en particulier, face à une telle accusation. Est-ce que cette crédibilité, vous avez l'impression qu'aujourd'hui, elle est plus efficace, plus effective qu'elle ne l'était peut-être il y a une dizaine d'années ou il y a une vingtaine d'années, qu'aujourd'hui Israël sait mieux faire passer un message qu'il ne le faisait dans le passé? Alors, j'allais dire que oui, jusqu'à il y a 10 minutes où j'ai reçu un message d'un journaliste français très connu qui est en position dans la région, qui est quelqu'un de très honnête et qui me disait: Julien, il y a un an, au moment de la guerre à Gaza, l'armée israélienne, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'armée israélienne avait annoncé être entrée dans Gaza pour influencer en erreur les terroristes palestiniens qui ont eu peur, qui sont tous rentrés dans les tunnels, et ça avait permis de faire une bonne opération et d'éliminer plein de terroristes d'un coup. Sauf que les journalistes étrangers, donc après l'armée israélienne a dit non, pardon, on a fait une mauvaise annonce, on n'a jamais vraiment su en fait si l'armée israélienne avait fait exprès de donner une fausse information aux journalistes pour influencer en erreur les terroristes. Aussi, le porte-parole de Tzahal s'était trompé dans l'annonce. On n'a jamais vraiment su l'histoire. On se rappelle de cette affaire. Et voilà. Sauf que depuis, les journalistes étrangers qui sont en position dans la région ont eu l'impression d'avoir été utilisés, d'avoir reçu un mensonge de la part de l'Ougandais de l'armée israélienne. Il m'a dit: on est là depuis des années, on travaille sur des relations de confiance. Et le fait qu'on nous ait menti, donc les journalistes ont pris comme un mensonge. Donc une fois, on ne sait pas si ça avait été un mensonge ou pas. Ça causait des dégâts. Donc je vous dirais que de manière générale, oui, quand même, Israël, parce qu'Israël est un État de droit, Israël est un État démocratique, Israël est un État sérieux. Lorsqu'on a une information du ministère israélien de la Santé, notamment après 2 ans de Covid, de vaccination, etc., c'est une information crédible. Et lorsqu'on a une information, et ce que j'essaie d'expliquer notamment sur Twitter hier, lorsqu'on a une information du ministère palestinien de la Santé, il faut la prendre avec des précautions. Et hier, ce que j'ai écrit également, on m'a reproché: ah oui, ce type, il a été crédibilisé les responsables palestiniens, mais il a retweeté le porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris. Je veux dire, oui, et encore heureux. Parce que la crédibilité de l'autorité palestinienne, ça n'a rien, un gouvernement crédible, démocratique, sérieux, en plus qui est corrompu, etc. Oui, la crédibilité de l'autorité palestinienne face à celle des officiels israéliens, oui, elle n'est rien. Et c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment insister. On ne peut pas mettre sur un même plan le sérieux des fonctionnaires israéliens, des élus israéliens, des politiques israéliens, des gradés israéliens, face à ceux de l'autorité palestinienne, ce n'est pas la même chose. Une question à tous les deux. Le fait que l'État d'Israël, au cours des dernières années, s'est distingué, a été courtisé, on va dire, par beaucoup de pays de la communauté internationale, s'est distingué dans divers domaines. Vous parliez à l'instant du Covid, mais il y a eu d'autres secteurs, comme la lutte contre le terrorisme, comme la Startup Nation, la haute technologie et d'autres secteurs. Est-ce que ce fait-là permet de faciliter un petit peu mieux, justement, le message d'Israël? À partir du moment où on croit Israël lorsqu'il réalise des prouesses en matière de haute technologie, eh bien c'est plus facile de le croire aussi lorsqu'il s'agit de sujets aussi délicats que une opération militaire à Jenin. Je vais choisir un petit point. Allez, Julien. Donc, quand j'étais en charge de la communication de l'armée dans mon service militaire, on disait toujours: pour être pris au sérieux en temps de crise, il faut être pris au sérieux en temps de routine. Et donc, en fait, la crédibilité, c'est quelque chose qu'on crée et qu'on travaille. Au moment de la crise, c'est déjà trop tard. C'est-à-dire, il faut être pris au sérieux au quotidien, montrer qu'on a été sérieux pendant toute la période, il n'y a pas de crise. Et quand la crise arrive, la personne que vous avez en face de vous croit parce que vous avez été rigoureux avant. Donc oui, la vaccination a aidé. Oui, les politiques de santé sur le corona ont aidé. Oui, l'image de Tel Aviv aide. Oui, la Startup Nation et les startups et les hautes technologies aident. Mais c'est des choses dont le crédit, malheureusement, s'envole
rapidement avec les premiers coups de feu. Moi, je serais malheureusement moins optimiste que mon ami Julien, parce que il y a quand même des a priori anti-israéliens, malheureusement, lorsque ça touche le dossier palestinien. Et là, si vous voulez, pas que ça s'envole un peu, tout s'envole. C'est-à-dire qu'il y a une autre posture de la communauté internationale, et Israël devient, je vous dis, par définition, la victime. D'ailleurs, on le voit par des gens importants et des gens sérieux, que ce soit des journalistes, des influenceurs, des gens aux États-Unis. Et même les titres ont du mal à respecter la vérité du terrain opérationnel. Écoutez, on est dans un monde de fake news, mais un monde de fake news qui devient le vrai monde. C'est-à-dire qu'il y a en fait, si vous voulez, comme une espèce de dégénérescence de la vérité. La vérité en fait n'existe plus. Elle joue un rôle moyen, voire presque inutile. Ce qui est important, c'est de dire les choses, d'émouvoir. On n'est plus dans l'opinion publique, on est dans l'émotion publique. Et si vous arrivez, si vous voulez, à émouvoir publiquement, eh bien vous avez gagné. Parce qu'ensuite, la vérité que vous allez imposer sur cette plateforme des émotions transmises sera la vérité. Je ne rentre pas dans les détails du conflit entre l'Ukraine et la Russie, mais nous sommes dans des cas d'école où d'abord on émeut, puis ensuite on donne les faits, et les faits ont de moins en moins d'importance. Enfin, je veux dire, de moins en moins d'importance pour influencer. Là, on parle de l'influence et des médias, on ne parle pas de la vérité. On n'est pas dans un tribunal. Le tribunal, sous des émotions, fait que celui qui arrive à émouvoir, dans ce cas-là, c'est les Palestiniens, la journaliste. Mais juste un mot avant de conclure. Mais les Palestiniens, ils continuent à émouvoir en dépit de ce qui s'est passé, par exemple, pendant l'intifada. Attendez, Daniel, juste un très court mot, après je m'arrête de parler. Dans le cas précis, il y a une chose qui est un peu différente des autres cas, c'est que Shirin est chrétienne. Elle n'est pas musulmane. Et dans ce cadre-là, même si elle est héroïne palestinienne, elle va appartenir au camp de l'autorité palestinienne et non pas au camp du Hamas. Et le fait qu'elle a été tuée, et encore une fois, on ne sait pas encore par qui officiellement, mais non musulmane, mais chrétienne, fait qu'il y a quelque part une certaine retenue de la part du Hamas pour utiliser Shirin comme héroïne palestinienne. Et ça, dans le cadre global du conflit, c'est quelque chose qu'Israël peut voir comme un élément, je dirais, qui tempère une tempête qui pourrait être beaucoup plus importante. Julien, vous pensez effectivement. Alors je vais poser la dernière question à tous les deux finalement. Vous avez le sentiment que ce genre d'acte peut provoquer, comme l'a provoqué apparemment donc l'affaire Al-Doura, un embrasement, on va dire régional, un embrasement de cette intifada, ou alors justement le fait qu'il y ait eu cette intifada, et c'est une question aussi en matière de communication, et une intifada que les Palestiniens ont perdue finalement au bout du compte avec le recul du temps en matière de communication. Est-ce que finalement aujourd'hui, eh bien, on est beaucoup plus réservé, même du côté palestinien, on évitera d'aller beaucoup plus loin que une protestation ou une série de manifestations? On va voir comment les funérailles vont se passer aujourd'hui. C'est un moment important parce que on sait que même quand les deux parties veulent pas la guerre, il suffit que quelque chose de dérape et tout part ouvrir. En général, d'expérience, on a vu ces dernières années que c'est plutôt Jérusalem. Si Jérusalem, si le sang coule à Jérusalem, c'est plutôt là que ça part en vrille. Moi, je serais inquiet également pour les conséquences à l'étranger, parce que vous parlez de l'affaire Al-Doura. Moi, je l'ai pris en pleine figure à 13 ans dans le cours de récréation. On est venu voir une menacée de mort au motif de cette affaire. Je serais aussi inquiet pour ce qui peut se passer en diaspora. Je pense que je ne crois pas qu'il va y avoir un embrasement à cause de ça, mais encore une fois, il faudra regarder comment se passent les funérailles. Il faudra regarder si le Hamas aura envie d'entrer dans l'image, parce que je vous rappelle que l'an dernier, lorsqu'il y avait des émeutes à Jérusalem, pourquoi c'est parti finalement en vrille, c'est parce que le Hamas, après, a tiré des missiles sur Jérusalem, puisqu'ils avaient envie d'entrer en scène. Donc, voilà, il faudra regarder comment chacun va réagir, et le tout en plus sur fond de crise politique israélienne, avec, on sait, lorsqu'il y a des conséquences sur des territoires, le parti Ram qui peut se retirer, et au passage, la coalition qui peut tomber. Donc, on va commencer, vous connaissez bien le jeu de Daniel, c'est un peu un domino, on sait où ça commence, on ne sait pas où ça va s'arrêter.
Eh bien, merci beaucoup Julien Baloul et colonel de réserve Olivier Rafovitz d'avoir été avec nous ce matin sur Radio Kalita pour nous expliquer comment Israël peut faire face à ce narratif palestinien, à cette bataille du narratif justement en marge du conflit israélo-palestinien. Merci d'avoir été avec nous ensemble ce matin. Bonne journée, à bientôt. Au revoir.